Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Une autre stèle élevée par Meremta, en Nubie, en l'an 5 de son règne, mentionne les autres campagnes du pharaon dans laquelle, 3 ans après sa victoire sur Canaan, il se présente encore comme celui qui a vaincu Gézer. La prise de Gézer est racontée en détail sur l'une des parois du temple de Karnak. Le prince Khaem Ouaset apparaît aux côtés de son père, mais pas le prince héritier, Séti Meremta, qui à la tête d'une colonne indépendante, lui, va longer la piste principale, bifurquer ensuite vers l'est pour traverser le territoire des Chazous. Après les avoir massacrés, il rejoint la vallée du Jourdain. De son côté, Meremta se dirige vers le nord, reprend possession de l'ensemble de la plaine côtière avec l'intention de reprendre Yénoam, cité située pas très loin du mont Carmel, qui est le dernier foyer de résistance. Les manœuvres se révèlent alors moins faciles parce qu'il faut affronter une population mobile. Israël qui occupe des zones escarpées, moins accessibles. C'est cette population mobile, c'est ce que je veux dire, Israël. Le pharaon se sert donc des villes qu'il a reprises comme point d'appui pour progresser dans son expédition de reconquête. Yénoam tombe, Meremta redescend vers le sud et rejoint son fils aîné, Séti Meremta. Ensemble, ils effectuent un vaste mouvement en tenaille qui se referme dans la vallée du Jourdain. La documentation ne dit rien à ce sujet, mais 2 références bibliques existent. Josué, chapitre 15, verset 9 et 18-15, mentionne un Mayan Me Neptoa, habituellement compris comme la source des eaux de Neptoa, qui se situe sur la ligne qui va délimiter plusieurs siècles plus tard les territoires attribués aux tribus de Juda et de Benjamin. Certains experts traduisent par la source de Meremta. Peut-être qu'il s'agit de l'actuel Lifta, au nord-ouest de Jérusalem. Or, ce nom ne peut pas faire référence à des événements secondaires, vite oubliés comme ça, mais au contraire, à des événements importants. Suffisamment en tout cas pour que les hommes qui vivent à cette époque forgent un nom qui y fait allusion et qui désigne carrément le lieu où se déroulent les événements. Peut-être est-il aussi le souvenir de la destruction des insurgés du peuple d'Israël. Une fois l'ordre rétabli dans la région, le pharaon installe une garnison sur place et des troupes de soldats plutôt aguerris et bien équipés qui contrôlent les axes commerciaux et gardent un œil sur les populations autochtones, prêts à intervenir en cas de conflit ou de révolte. Meremta meurt après 9 ans de règne, sa momie est déplacée avec d'autres dépouilles royales pour les protéger contre les pillages et puis cachée dans la tombe d'Amenhotep III. Elle est retrouvée par Victor Loret qui décrit dans son journal, je cite, un cercueil en bois sans couvercle ayant appartenu à Setnak. La momie ayant eu au cou quelques tiges d'ombellifères porte le nom de Kounatem. Je vous passe la longueur et la largeur. Maspero reconnaît dans cette momie le pharaon Meremta, fils et successeur de Ramsès II, trouvé dans le cercueil de Setnak. Et il ajoute, je cite, « Le fait est d'autant plus intéressant à constater que Meremta serait, d'après une tradition alexandrine, le pharaon de l'Exode, celui qui, dit-on, aurait péri dans la mer Rouge. » Je reviendrai sur ça. La momie a été déroulée en 1908, elle renfermait le corps d'un vieillard très âgé. Les artères étaient ossifiées et il est probable que le souverain mourut d'artériosclérose. Les traits qui se sont bien conservés rappellent beaucoup ceux de Ramsès II, mais ils sont plus doux, avec un menton et une bouche plus faibles. Alors, démaillotée, la momie apparaît incrustée de sel. Incrustée de sel. Du coup, il n'en faut pas plus pour que certains historiens voient en lui forcément le pharaon de l'Exode, le roi persécuteur des Hébreux, fuyant l'Égypte, vous connaissez l'histoire, et englouti derrière par la mer. En plus, il ne faut pas oublier que la première mention du peuple d'Israël se trouve sur la stèle du même nom. L'extraordinaire récit de l'Exode, décrivant la traversée de la mer Rouge et la mort de Pharaon, a fasciné des générations de lecteurs de la Bible et d'historiens aussi, parce qu'il s'agit de l'épisode tout simplement fondateur de la fuite d'Égypte et l'errance dans le désert, qui annonce le retour inéluctable vers la terre promise du peuple d'Israël. Mais dès le Moyen-Âge, sachez-le, on commence en fait à douter de l'authenticité des textes bibliques, notamment ceux qui décrivent le séjour des Hébreux en Égypte et leur sortie miraculeuse, guidée par Dieu lui-même, vous connaissez l'histoire.
La découverte progressive de l'Égypte va permettre de prouver ou justement de vérifier l'historicité du récit biblique à partir des sources égyptiennes. La momie et la mention d'Israël sur la stèle de Meremta semblent du coup conforter l'idée qu'il est donc le pharaon de la Bible. Je vais vous rappeler le récit de l'Exode, chapitre 14, versets 5 à 9. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Alors le cœur de Pharaon et de ses serviteurs se retourna contre le peuple et ils disent « Qu'est-ce que nous avons fait quand nous avons renvoyé Israël pour qu'il ne nous serve plus ?» Il attela son char et prit son peuple avec lui. Puis il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte avec des écuyers sur chacun d'eux. Yahvé, c'est Dieu, endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il se mit à la poursuite des fils d'Israël, tandis que les fils d'Israël sortaient la main levée. Les Égyptiens se mirent donc à leur poursuite, et ils les atteignaient comme ils campaient près de la mer. Il y avait tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Un peu plus loin, chapitre 14, versets 19 à 30, l'ange d'Élohim, qui marchait en avant du camp d'Israël, se déplaça et marcha derrière eux. La colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp d'Égypte et le camp d'Israël. Or, la nuée était pour les uns ténèbres, et pour les autres elle éclairait la nuit, en sorte qu'ils ne s'approchèrent point l'un de l'autre durant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et Yahvé remua la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Il mit ainsi la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens suivirent et entrèrent derrière eux au milieu de la mer, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Il advint à la veille du matin que Yahvé, en colonne de feu et de nuée, regarda vers le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars, et il ne les poussait qu'avec lourdeur. Alors les Égyptiens se dirent « Fuyons de devant Israël, car Yahvé combat pour eux contre l'Égypte. » Puis Yahvé dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer revint à son niveau à l'approche du matin, tandis que les Égyptiens fuyaient devant elle, et Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée derrière eux dans la mer. Et pas un d'entre eux n'échappa. Quant aux fils d'Israël, ils marchaient à pied sec au milieu de la mer, les eaux leur formant une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, Yahvé sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Alors, voilà, là je l'ai joué un petit peu façon les 10 commandements de Cécile B2000, mais c'est le texte, hein, c'est le texte original. Mais Meremta est-il donc le fameux pharaon de l'Exode? Est-ce qu'il est mort d'ailleurs noyé dans la mer Rouge? Je vais revenir dans le bonus en fait sur l'histoire de la mer Rouge. Alors, à partir de maintenant, je vous le dis, il va y avoir des bonus dans chaque émission. Je vous en saurai un petit peu plus, j'irai un petit peu plus loin. Je vais décrire certains passages. Pour vous, les abonnés premium, vous aurez des choses en plus, parfois des bêtisiers, parfois des petites choses. Je vais revenir sur l'ouverture de la mer Rouge. Il y a quand même des choses à dire. Alors, est-il donc mort noyé dans la mer Rouge? Après analyse, il s'avère en fait que le sel dont je vous parlais tout à l'heure, qui recouvre la momie de Meremta, n'est pas du sel marin, mais simplement le résidu en fait de natron utilisé au moment de la momification. La thèse de Meremta, comme étant donc le pharaon biblique, tombe à l'eau, si je puis dire. D'ailleurs, le simple fait que la momie ait été inhumée dans un tombeau, vous avez compris, prouve tout simplement que le corps du roi n'a pas disparu au fond de la mer, où personne, évidemment, n'aurait pu le récupérer. En tout cas, pas aussi facilement. Sur ce point, l'archéologie et la Bible ne concordent pas du tout. En revanche, les documents archéologiques sont formels. Israël a bel et bien existé. La stèle de triomphe de Meremta constitue la première occurrence, je le répète, de ce terme dans l'histoire. Mais, au moment où le pharaon fait rédiger le texte de ce document essentiel, le groupe de nomades qu'il qualifie du terme d'Israël est déjà rentré en Canaan après l'épisode biblique de l'Exode. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.